Everybody, merci à tout le monde d'être ici. Thank you for everybody for being here. Présente constatation du quorum. Est-ce qu'on a le quorum? Oui, Monsieur le Président. Et ici. Now we'll go for the adoption of the agenda. Resolution. So there would be a few amendments to the agenda. OK. Donc, pour tous ceux qui ont une copie de l'agenda devant vous, le point 8.2 sera retiré. C'était une erreur de frappe. Ensuite, au point 10, service d'urbanisme, il va y avoir un point 10.1 qu'on va nommer, puis je l'aurai dans les minutes, là, ce sera amendement au règlement administratif. You don't have to write it down there, I'll have it in the minutes next meeting. So 10.1, 10.1, amendment to the procedural bylaw of the RPAC committee. Donc, amendement au règlement administratif procédural du CRU, du Comité régional en matière d'urbanisme. Et ce sont ces deux amendements-là qu'on vous propose avant l'adoption. Okay, so could I have somebody to move that the agenda be adopted as amended? Moved by Laura, second by Cynthia. All those in favor, please signify. Aye. All those against, motion carried. Y a-t-il des conflits d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Déclaration de conflit d'intérêt. OK, ça fait qu'on va aller au 5.1. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2026. J'aimerais mentionner que le proposeur et le secondaire devaient être présents à la réunion du 6 mai, donc ça prendrait un proposeur et un secondaire de l'ancien conseil. Laura. I'll second. Second by Kim. All those in favor, please signify. All those against, motion carried. La résolution d'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2026. Qu'est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer? Posé par Rachel. Secondé? Non. None. All those in favor, please signify. Oui. All those against, motion carried. Do we have any, on a-tu quelque chose qui est des affaires déroulant des procès-verbaux? Aucun pour ce soir. Bien. Là, on va passer à l'élection. On a besoin d'une élection pour un troisième dirigeant du bureau de direction. Est-ce qu'il y aurait des nominations? On nomine Robert Descourses. Robert? Oups, sorry, je prends la note. Proposé par Rachel, secondé. Y a-t-il d'autres nominations? Deuxième fois, y a-t-il d'autres nominations? Pour la dernière fois, is there any other nominations? Félicitations, Robert. Merci beaucoup de mettre ton nom et faire partie du conseil exécutif. Là, ça, on va passer au 7. Les présentations, on va commencer avec échec au crime. Crime Stoppers. The floor is yours. Bonjour. Mon nom est Julie Boulet, je suis la sergente. Oups. Et ça serait juste, j'allume que je parle dans le micro. Oui, c'est ça. Vous avez juste appuyé le bouton rouge, oui. Okay. C'est ça. Bon, je suis la Julie Boulet, je suis la sergente qui est coordonnatrice du programme pour la province entre le programme et la police. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais parler principalement en français. Vous avez la présentation en anglais d'affiché. Certainement, s'il y a des questions, je peux répondre dans les deux langues, il n'y a pas de problème. Je vais référer à mes notes, car moi j'ai
le français ici. Puis aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est, je vais vous présenter, donner de l'information sur le programme pour que vous soyez en matière de mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vous prie de acknowledge, de reconnaître, merci, les membres bénévoles qui sont venus me supporter, incluant mon chauffeur et assistant personnel. OK, donc, échec au crime, c'est pour aider à arrêter, résoudre et prévenir le crime ensemble. Donc, qu'est-ce qu'Échec au crime? Échec au crime, c'est un programme de service communautaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré qui aide à résoudre et prévenir les crimes dans votre communauté. Échec au crime, c'était la vision d'un officier, le détective Greg McAleese de la police d'Albuquerque au Nouveau-Mexique en 1976. Donc, le détective a enrôlé l'aide d'une chaîne de télévision à l'époque pour aider à résoudre un meurtre qui était le résultat d'une fusillade dans un vol à main armée dans une station-service à Albuquerque. Et ça a fonctionné, évidemment, car on est ici aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu plus tard de l'historique de comment ça s'est déroulé. Oui? Ah oui, bien sûr. Alors, celle-là? Oui. Je m'excuse. Bon, vous n'avez rien manqué, je suis sur la deuxième. Donc, en 1976, le détective Greg McAleese, alors je vais vous raconter un peu plus loin dans la présentation, je vais poursuivre l'histoire de comment ça s'est passé. Donc, l'état de la mission d'Échec au crime, c'est bien sûr d'aider à résoudre les crimes, parce que si la police est au fait de l'information au bon moment, ça peut aider à résoudre les crimes. Donc, c'est seulement de savoir comment faire parvenir ou avoir cette information-là, faire parvenir cette information-là aux policiers. Donc, qui est Échec au crime? Échec au crime, c'est principalement le public, la communauté, les citoyens, les bénévoles, c'est les médias et c'est aussi les agences de la fonction publique qui travaillent ensemble pour arrêter, résoudre et prévenir le crime dans la communauté. Comme j'ai dit précédemment, ça fonctionne sur l'hypothèse que pour tous les crimes, ou presque tous les crimes, il y a quelqu'un d'autre que le délinquant, le criminel, qui a de l'information sur le crime. Donc, avec Échec au crime, c'est d'essayer pour la police d'avoir cette information-là pour résoudre des crimes ou diminuer les crimes dans la communauté. Qui est Échec au crime, comme j'ai parlé, c'est les agences de la force publique. Donc, on a les agences fédérales, comme la GRC, provinciales, comme on parle ici de la justice et sécurité publique, entre autres, et les agences municipales, comme ici, on a la police de Bathurst, on a maintenant la police de Belleville. Et puis, ça, c'est nos partenaires avec Échec au crime. Donc, c'est les agences de l'application de la loi. Qui est Échec au crime aussi, j'ai parlé des médias. Donc, traditionnellement, dans le passé, on avait les journaux, la radio, la télévision. Mais maintenant, on est plus évolué, on a évolué avec les temps et on a un canal de YouTube. On a TikTok, j'aurais dû changer le Twitter pour X. Facebook, évidemment. On utilise encore les médias traditionnels comme la radio, par occasion, et la télévision. Mais principalement, on a branché parce que à l'époque, on était partenaire aussi avec, on faisait affaire beaucoup avec Rogers Télévision pour la télévision communautaire. Puis on avait on les appelait les Crime of the Week.
vidéo qui faisait de la reconstitution de crimes. Mais on a branché plus vers les médias sociaux maintenant parce que c'est ça que les gens, puis c'est tout de suite au bout des doigts sur notre téléphone. Bien sûr aussi, Échec au crime, c'est les bénévoles et le public. Le programme ne fonctionnerait pas sans les bénévoles qui sont ici avec nous. Les bénévoles font l'organisation. On a un conseil exécutif provincial et on a présentement 11 chapitres à travers la province qui miroitent un peu les commissions de services régionaux. On aimerait peut-être s'étendre un peu dans les coins qu'on est un peu moins présents, là, comme dans le sud-ouest, mais au fil des années, on a eu des chapitres, puis il y en a qui se sont fermés. Ça va et ça vient, disons. Alors, comment ça fonctionne, Échec au crime? Alors, je vous parlais au début de Greg McAleese, le détective d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, qui a eu l'idée de faire une reconstitution d'un vol à main armée. Donc, comment ça s'est passé? C'est qu'il avait été assigné ce dossier-là, mais après 2 semaines d'enquête, ils n'arrivaient pas à trouver des preuves ou des témoins ou des gens qui voulaient fournir de l'information. Le détective McAleese avait rencontré la mère du jeune homme qui avait été tué par un fusil dans la station-service. Et puis, à l'hôpital, il était allé la rencontrer, puis il lui a promis qu'elle allait résoudre le crime. C'est cette promesse-là qui a donné de l'énergie au détective à poursuivre l'enquête. Mais après 2 semaines, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour poursuivre l'enquête. Alors, il est allé voir son chef de police et lui a demandé s'il pouvait faire une vidéo de reconstitution du crime. Puis, il a enrôlé une chaîne de télévision locale pour présenter cette vidéo-là. Alors, la vidéo a été passée à 10h45 le soir aux nouvelles. Et par 8h le lendemain matin, le crime était résolu. Alors, c'est comme ça que ça s'est lancé. Il est allé voir son chef de police encore. Il a dit, est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Le chef de police a dit, si dans la prochaine année, tu résous 30 crimes, tu vas pouvoir continuer à faire avec le programme. En 4 mois, ils ont résolu 300 crimes. Alors, c'était beaucoup plus efficace qu'ils pensaient que ça allait être. Alors, c'est comme ça que l'échec au crime a commencé. Évidemment, ça a commencé aux États-Unis, ça s'est propagé dans tous les États-Unis et éventuellement au Canada. Donc, le chef de police se sont réunis puis ont dit pour que ça soit efficace, c'est quoi les critères qu'on a besoin? Donc, primordialement, c'était l'anonymité de l'informateur qui fournit les signalements pour assurer, parce que les gens ont peur de la rétaliation, des représailles, je veux dire. Donc, les gens ont peur des représailles. C'est pour ça que souvent, ils ne veulent pas être témoins sur des dossiers, être témoins pour des enquêtes policières. Donc, l'anonymité est primordiale. Pour encourager les gens à donner des signalements, ils promettaient une récompense en argent. Donc, en ayant cette récompense-là, ça stimulait les gens à fournir des signalements. Pour pouvoir pour être éligible aux récompenses en argent, les signalements devraient aider à poursuivre les enquêtes et à obtenir des résultats concrets, comme une arrestation, une saisie de drogue, une saisie des biens récupérés, etc. Aussi, l'arrestation, c'est important parce qu'il ne faut pas attendre que ça aille en cours puis qu'il y ait une condamnation parce que vous savez que ça peut prendre du temps. Donc, arrestation. Ensuite, pour continuer l'engagement de la communauté, ça devait être financé et géré par le public, par
la communauté. Donc, c'est les critères que Échec au crime sont basés dessus. Donc, où se trouve Échec au crime? Bien, partout où le crime existe. On a partout au Nouveau-Brunswick, au Canada et dans plus que 800 pays à travers le monde. Parce que le crime ne connaît pas de frontières. Oups. Donc, pourquoi? C'est que les forces de l'ordre ne peuvent pas résoudre les crimes seuls. On a besoin d'engager le public pour aider la police. Et comme disait Sir Robert Peel en 1829, qui est considéré comme le fondateur ou le père de la police, la structure de la police moderne, que la police est le public et le public est la police. La police n'étant que des membres du public payés pour accorder toute leur attention à des tâches qui incombent à chaque citoyen dans l'intérêt du bien-être et de l'existence de la communauté. Donc, cette déclaration-là est encore vraie aujourd'hui. C'est l'engagement du public qui aide à résoudre les crimes dans la communauté. Depuis quand? Eh bien, depuis l'année dernière, Échec au crime au Nouveau-Brunswick a fêté son 40 ans. 41 cette année. Ça a débuté avec une motion ou un mouvement qui a été passé par l'Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. Puis, donc, ça a poursuivi avec une mise en application pour faire en sorte qu'Échec au crime était accepté dans la province. Maintenant, c'est vraiment partout, puis on a toujours le support de l'Association des chefs de police. Donc, 40 ans. On a environ 11 chapitres avec environ 120 bénévoles. Certains des bénévoles sont encore avec nous depuis le début de Échec au crime. Un peu de statistiques pour vous prouver que je ne suis pas ici pour rien. Échec au crime depuis 1985 a récupéré plus de 9,8 millions de dollars de biens volés, a empêché plus de 73 millions de dollars de drogue d'atteindre les rues, a contribué à 9 378 arrestations. Puis les coûts, comment ça a coûté à la communauté pour lutter contre la criminalité, c'est 242 775 en récompense pour les informateurs. Je dois noter ici que ce n'est pas tous les informateurs qui veulent des récompenses. La plupart des informateurs veulent faire en sorte que le crime, d'éliminer le crime dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur voisinage. Échec au crime est aussi I was going to say sponsor, but supporté par des dons de citoyens, des dons d'organisations comme, on parle ici de municipalités ou de commissions de services régionaux, aussi des commerces et des entreprises privées. C'est comme ça qu'on réussit à supporter le fonctionnement du programme et à payer les récompenses. Donc, on dépend beaucoup sur le public pour poursuivre l'opération du programme. Donc, comment ça fonctionne exactement? Alors, vous soumettez, prétendant que vous êtes un tipster, un informateur, donc vous soumettez votre information sur une activité criminelle, pas votre nom, pas vos informations personnelles, seulement l'information sur le crime. Vous obtenez un numéro d'identification d'informateur qui est attribué seulement à vous pour cette information-là, pour ce signalement-là. C'est le seul moyen d'identification auprès d'Échec au crime par la suite. Si vous perdez ce numéro-là, donc vous ne pouvez pas essayer d'avoir plus d'informations ou savoir à quel niveau se situe l'enquête ou s'il y a de la progression dans l'enquête. Donc, si l'information a aidé la police dans son enquête, l'informateur
est éligible à une récompense. Des fois, on donne des récompenses aussi aux informateurs qui nous donnent de l'information, mais si des fois, on connaît déjà cette information-là, mais si c'était bon, puis ça corrobore l'enquête, les policiers en charge vont souvent nous dire c'était bon, puis je pense qu'ils devraient recevoir une petite récompense, comme un 100 $ ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Donc, ensuite, par la suite, l'informateur, vous devez vérifier périodiquement votre numéro d'identification d'informateur pour avoir l'information sur le signalement et recevoir les instructions pour aller ramasser la récompense. Donc, je dois dire par contre qu'on n'a pas accès en tant qu'échec au crime, même si moi je suis policière, moi je suis juste coordonnatrice, on n'a pas accès aux enquêtes. Donc, les informateurs, quand ils veulent de l'information, on peut juste leur dire c'est encore sous enquête, ou l'enquête est fermée puis il n'y a pas de résultat, ou c'était de l'information qui était déjà connue. Donc, on peut juste faire des mises à jour sur l'état du signalement de cette façon-là. On ne peut pas fournir plus d'informations que ça à l'informateur. Comment qu'on peut soumettre un signalement? Alors, on peut écrire en envoyant un signalement sur notre formulaire sécurisé sur notre site web qui est crimnb.ca. C'est accessible en français et en anglais. Vous pouvez parler en appelant le 1-800-222-TIPS. Je pense qu'il y en a qui se souviennent de ça. Mais on a de moins en moins d'informateurs qui utilisent la ligne téléphonique. Puis on fait affaire avec un centre d'appel qui utilise des traducteurs. Donc, souvent, s'il y a des gens qui ne parlent pas anglais, donc ils vont avoir une personne qui peut traduire en français ou en d'autres langues. Comme le formulaire en ligne est accessible en d'autres langues. Et on a une application mobile qui s'appelle P3 aussi, sur le téléphone. Donc, c'est assez utile. Je dois dire que parfois, sur l'application mobile, les gens nous envoient des signalements comme s'ils textaient leurs meilleurs amis. Alors, des fois, c'est un peu difficile à déchiffrer, mais on fait ce qu'on peut. Donc, ça, c'est les 3 méthodes de soumettre un signalement. Donc, je vais parler d'une promesse d'anonymat. Échec au crime ne demande jamais le nom de l'informateur, seulement l'information à propos du crime. Tout contact se fait via le numéro d'identification de l'informateur par la suite. Il n'y a pas de... Le call center ou le centre d'appel n'utilise pas le call display, qu'on dit, l'affichage du numéro. Donc, puis les appels ne sont pas enregistrés. L'information est soumise via l'application mobile et le formulaire en ligne, sont traités de manière anonyme par les opérateurs de ligne de signalement. Donc, les signalements vont être, disons, on dit sanitaires. Donc, on élimine tout ce qui peut identifier le tipster, l'informateur. Donc, si l'informateur dit mon voisin, je pense que mon voisin vend de la drogue. Donc, on va dire une personne dans mon voisinage. C'est pour essayer d'éliminer le fait que des fois, les policiers sont aussi assez bright, assez intelligents, ils vont prendre des fils et ils vont dire « Ah, c'est cette personne-là qui a soumis un signalement ». Donc, on veut absolument éliminer cette possibilité-là. Donc, l'information est transmise aux forces de l'ordre, puis est anonymisée, comme j'ai dit, pour éviter d'identifier l'informateur. Les informateurs n'ont jamais besoin de se présenter ou à témoigner devant un tribunal, parce qu'on ne sait pas c'est qui. On ne pourrait jamais leur demander de se présenter en cours. Puis on respecte le fait qu'ils ont fait un signalement puis qu'ils veulent rester anonymes. Souvent, des fois, on a des policiers qui nous reviennent, qui nous demandent est-ce qu'on peut parler à l'informateur?
On a un système sur le système de traitement des signalements, où est-ce qu'on peut envoyer des messages à l'informateur pour poser des questions. Donc, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. On respecte l'anonymat de l'informateur. Donc, on dit une promesse. Autrefois, on disait une garantie, mais malheureusement, on a eu un informateur qui était un coupable d'un meurtre et il avait appelé le centre d'appel à l'époque pour donner de l'information sur le crime pour essayer d'éloigner l'enquête de lui. Donc, ça a passé à la Cour suprême de l'Ontario et ça a fait un case law. Donc, c'est pour ça que maintenant, on ne dit pas garantie, mais on dit une promesse d'anonymité. L'échec au crime, ça ne consiste pas à dénoncer les gens, mais c'est surtout pour signaler une activité criminelle dans la communauté et puis tout le monde en bénéficie. Donc aussi, on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc si vous êtes intéressé à être bénévole pour échec au crime ou vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'avoir des antécédents dans la sécurité publique ou la police ou quoi que ce soit. Juste à faire une demande de bénévolat à un membre d'un chapitre local, qui, comme vous en connaissez certainement quelques-uns ici. Donc, on effectue une vérification des antécédents criminels auprès de la police locale, puis vous recevez l'approbation du chapitre pour être bénévole. Et donc, vous pouvez aider par la suite, aider le programme à faire des levées de fonds, des activités de promotion pour recevoir plus de signalements. Si ça vous intéresse, ici j'ai un flow code qu'on appelle pour aller sur le site web, mais le site web est très facile à trouver. Vous pouvez chercher Crime Stoppers New Brunswick ou échec au crime, ou c'est bien sûr c'est crimend.ca. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une couple de questions. Es-tu bien utilisé, ça, dans notre côté de la province? Oui. Dans la région ici? Oui. Oui. Je peux vous dire, dans les dernières 6 semaines ou 2 mois, j'étais moi-même l'opératrice de la ligne de signalement parce que j'ai engagé une nouvelle personne. Donc, j'ai fait entre les deux, c'est moi qui faisais ça tous les jours. Et oui, on est partout dans la province. On envoie beaucoup de signalements dans la région ici. En général, on a augmenté beaucoup nos signalements depuis COVID, si on veut, parce qu'après COVID, il y avait une grosse baisse. Mais depuis ce temps-là, dans les 4 dernières années, on est à peu près à 250 signalements par mois. Donc, c'est quand même assez non négligeable. Puis ça, on doit donner ça à tous les bénévoles qui ont fait la promotion du programme dans les 4 dernières années, puis à recruter des membres, des nouveaux membres, puis à continuer à supporter le programme. Merci. Y a-t-il d'autres questions, les gars? Non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. So now we're going to move to a presentation from the New Brunswick Medical Education Foundation. So the presentation by Madame Isabelle Magrasse et Madame Alicia Law.
C'est le code ici. Good evening, bonjour à tous. Je m'appelle Elizabeth et je suis la directrice exécutive de la Fondation d'éducation médicale du Nouveau-Brunswick. Je parle un petit français et ce n'est pas parfait. Alors, Isabelle, notre traductrice, fera sa présentation en français. S'il vous plaît, bienvenue Isabelle. Je reconnais quelques personnes qui ont déjà assisté à la présentation de la Fondation. Premièrement, je vais juste donner comme son histoire quand ça a débuté. Puis la présentation n'est pas longue, à la fin, on pourrait poser vos questions. So, ça a débuté en 2010, cette fondation-là. Puis c'est une fondation privée à but non lucratif, la plus grande au Canada. Puis le but de cette fondation-là, c'est d'attirer et de retenir nos futurs médecins au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est vraiment s'assurer qu'un bassin de nos futurs médecins soit prêt à exercer au Nouveau-Brunswick. So, c'est vraiment pour garder nos jeunes étudiants ici. Alors, ici au Nouveau-Brunswick, on a au-dessus de 180 000 personnes qui sont en attente pour un médecin de famille. Et l'âge moyen des médecins ici de la province, c'est 49. Ils sont de l'âge de quasiment 50 ans, nos médecins. Donc, la pénurie qu'on vit présentement, c'est quelque chose qui est vraiment à long terme, parce que dans 10 ans d'ici, nos médecins, on va avoir des médecins qui vont commencer à penser à la retraite ou changer ce qu'ils font là. Il y a plus de 300 postes vacants dans toute la province. Et ici, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on est ici pour, disons, le but c'est de collectionner des fonds pour soutenir nos bourses d'études. Alors, les bourses d'études, c'est lorsque les étudiants appliquent pour la bourse d'études, ils doivent signer un contrat, une pledge de rester au Nouveau-Brunswick dans leur communauté. Alors, si le jeune reçoit une bourse, disons, pendant ces 4 années ou 5 années, il doit retourner dans sa communauté, travailler comme médecin. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'un jeune applique pour cette bourse-là, il veut vraiment retourner dans sa communauté. So, les chances sont que lorsqu'ils vont dans sa communauté, ces médecins-là vont rester dans leur communauté parce que la famille là, les parents, les enfants, les oncles, les tantes, alors c'est vraiment ça qu'ils pledgent, puis c'est la raison pourquoi ils appliquent pour ces bourses d'études-là pour pouvoir retourner dans leur communauté. Alors, ça, c'est une étude de résultats qui a été faite au Nouveau-Brunswick en 2025. Puis, l'année passée, la Fondation a créé ont soutenu 385 étudiants. Ils ont donné 177 bourses d'études pour un montant total de 1,4 million. Et présentement, les anciens boursiers, on a 62 qui pratiquent au Nouveau-Brunswick maintenant, dans, je pense que c'est 42 régions du Nouveau-Brunswick. 290 étudiants se sont engagés à pratiquer au Nouveau-Brunswick dans leur communauté. Alors, ça, ce résultat-là, les nombres vont changer parce qu'ils attendent pour finaliser toutes les choses dans les universités. Il y a beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de bourses, plus de médecins qui travaillent présentement au Nouveau-Brunswick. So, c'est la raison pourquoi les résultats sont de 2025. Okay?
Alors, en 2025, il y a eu une augmentation de 85% des demandes depuis 2021. Puis, ils ont pu, la Fondation, offrir 80% de ces bourses aux étudiants. Mais le but de la Fondation, c'est vraiment de supporter 100% de leurs étudiants. Ça a augmenté cette année, mais ça, c'était l'année passée. Les bénéficiaires représentent 43 communautés au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est dans tout le Nouveau-Brunswick. 60% de ces jeunes-là sont bilingues et 45% viennent de groupes sous-représentés, comme de d'autres langues, qui peuvent parler d'autres langues. Okay. Les résultats sur l'impact économique, lorsqu'on a des médecins, on a nos médecins qui pratiquent dans notre communauté, c'est vraiment le moteur économique de votre communauté, parce que ça augmente tous les services, puis ça emploie beaucoup de gens qui vont travailler, qui vont pouvoir travailler dans les communautés. Alors, ça augmente vraiment l'économie des communautés. Puis une autre chose aussi, quand les familles veulent s'aménager dans d'autres régions, la première chose qu'ils gardent, c'est s'il y a des médecins de famille, ça c'est primordial. So, avoir des médecins dans nos communautés, c'est vraiment le moteur économique. Puis tout le monde est gagnant. Tous les services, la communauté, puis aussi la fondation, parce que quand vous donnez à la fondation, nous autres, on peut donner aux étudiants de votre communauté. Tout de suite, dans la région de Bathurst, on a 2 anciens boursiers qui pratiquent maintenant à Bathurst et on supporte 2 autres personnes à Bathurst qui sont aux études pour retourner à Bathurst travailler. So, ça fait 4 personnes là, qui vont. Okay? So, vraiment, c'est vraiment que ça apporte des valeurs à la communauté. C'est vraiment connecter avec la communauté et les personnes, les étudiants qui sont dans votre communauté. Ici, la vue d'ensemble, ça permet aux familles d'avoir accès à des soins primaires et à la tranquillité d'esprit. Et aussi, lorsqu'on s'embarque avec la Fondation, vous vraiment s'embarquer à vraiment supporter vos enfants, vos grands-parents, vos familles, puis aussi les gens les plus dépourvus dans votre communauté. Ils ont un grand besoin de tous les services. Puis ça soulage également les salles d'urgence, tout ce qu'on a de médecins et les cliniques, ben, ça aide les salles d'urgence. Okay? Et ici, c'était un jeune étudiant qui a parlé, je crois que c'était de son expérience. Il a dit, je n'ai pas de revenus actuels. Ça, c'était un jeune médecin aux études. Je n'ai pas de revenus actuels, je ne reçois pas d'aide financière de personne, je n'ai pas d'autres bourses importantes, je suis endettée d'environ 110 000. Ça, 110 000, là, c'est juste la dette probablement de tuition, sans compter. T'sais, on pense que les médecins font plein d'argent quand ils sortent, mais quand ils sortent des études, ils sont endettés, puis ils veulent commencer des familles, ils veulent s'acheter des maisons, mais ils sont pleins de dettes. Et ici, c'est un monsieur de la ville de Dieppe. Eux autres, ils ont supporté un de leurs jeunes pendant 4 ans. Et maintenant, cette personne-là travaille à Dieppe comme médecin. Puis Yvon Lapierre a vraiment supporté, lui, le jeune dans sa communauté. Est-ce que c'est un ou plusieurs? Is it more than one? But I know they did at that time. Okay? And c'est tout. On pourrait passer aux questions. Si vous avez d'autres questions à propos de la Fondation. Bien. Des choses qui vous... Merci beaucoup pour la présentation.
Pour moi, ça fait plusieurs fois Oui, ça fait plusieurs fois. qu'on la voit, mais on y participe aussi parce qu'on y croit vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rachel? Merci beaucoup. Oui, Infirmière de profession, ça fait que je comprends vraiment puis on a une autre infirmière aussi là. J'essaie de comprendre, parce que Kim m'a parlé vite fait, là, on m'avait déjà parlé vite fait de ça. J'essaie de comprendre, est-ce que c'est, mettons, la municipalité donnerait à la fondation? Est-ce que c'est la fondation qui choisit à qui donner dans la communauté, puis on donne pendant les 4 ans qu'il y a aux études? habituellement, les jeunes qui sont de la communauté vont appliquer pour la bourse d'études. OK. And the committee knows that there's 2 students in Bathurst. So when Bathurst supports a student, the student goes back to his community. OK. Puis quand tu contribues, c'est pendant les 4 ans? Pendant les 4 ans, I don't know if you want to talk about that, but it's like when somebody, like let's say the community is giving money, and they are the one choosing who they're supporting in their community. Right, so we, because we manage such a large inventory of scholarships, now up to 194 this year, that is all managed by our grants committee. And we do that to ensure that there's appropriate levels of objectivity in the committee. That said, as part of the application process, we screen students for their hometowns, and we screen them for where they plan to practice one day. So they can select any community where we have a scholarship with. And we make sure that we match them to the areas where they're interested in. And we have a designated member of our team who then tracks all of our recipients, not just through their school years, but through their residency programs and into their practice to make sure that they're meeting those return of service obligations. Otherwise, they do have to repay those funds back to the foundation. Perfect. Thank you. Generally, the return of service agreement is 1 year of service per each year of support received. So if a student receives a scholarship through all 4 years of medical school, they owe 4 years of service back to the community. What we find is generally the doctors stay in those communities once those years of service are satisfied. Kim? Si je peux juste rajouter pour nous à Bathurst, quand on a décidé d'aller de l'avant avec la bourse, on a reçu, quand que les médecins ont été choisis, là, qui ont reçu la bourse de la ville, on a eu une photo qui sont d'où ils viennent, puis ils venaient de la région. Puis le fait, c'est après 4 ans de bourse, ils viennent travailler dans la région pour 5 ans. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ils acceptent de rester ici pendant 5 ans. C'est bien parce que là, on est en train d'aider nos jeunes de chez nous avec leurs études, puis ils ont la chance de revenir puis pratiquer chez eux avec leur famille. Fait, moi, je vous dis, c'est une des meilleures choses que la Ville a faites. 4 ans passés, puis on vient juste le refaire avec 2 nouveaux étudiants. Ça vaut certainement le coup. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres commentaires? Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour votre présentation. OK, donc on va aller au point 8. Et correspondance. Depuis la dernière réunion, Monsieur le Président, nous avons reçu une correspondance en provenance du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, tout simplement pour nous faire un suivi de la révision qui est en train qui était en cours pendant l'année au niveau des CSR. C'était tout simplement pour nous aviser que pour l'année 2027, parce qu'on va débuter le processus budgétaire dans les prochaines semaines, on a déjà commencé à l'interne, là. Donc ça va être le statu quo pour 2027. J'ai pas eu d'informations à quel moment on va savoir c'est quoi qui va être les décisions ou les recommandations qui vont être connues au niveau public. Mais si j'ai de l'information ou si vous en avez, on pourra se partager cette information-là en temps et lieu. Donc c'est la seule correspondance que nous avions dans la trousse. Okay, merci beaucoup. Coopératif et collaboratif. Pour le volet corporatif et collaboratif, comme la plupart des membres, je crois que vous êtes au courant,
On avait reçu 2 plaintes en déontologie au courant de l'année. Il y en a une qui était adressée à certains membres du conseil. Cette plainte-là, le plaignant a été avisé, puis ça va être de son gré à déterminer si le plaignant veut envoyer la plainte à la commission de sa gouvernance locale. Puis la raison pour laquelle c'est la commission qui adressera cette plainte-là, c'est parce qu'il y aurait faute de quorum au niveau autour de la table. La deuxième plainte, c'est une plainte à mon égard. Donc, cette plainte-là, étant donné que le conseil peut réviser la plainte en mon absence, puis il n'y a pas de manque de quorum, ce soir, il faudrait nommer un aviseur légal qui est assez, qui nous a été recommandé par Maître Joël Michaud pour nommer un avocat qui s'y connaît bien en gouvernance locale, qui pourra faire une analyse de la plainte telle que stipulée dans notre code de déontologie. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pourrais procéder à la lecture de la résolution. Okay. Donc, attendu que la CSRC a reçu une plainte en déontologie, il est résolu que les membres du Conseil votent en faveur de retenir les services de Maître Sacha Morissette du cabinet Stewart McKelvey de Moncton à titre de conseiller juridique dans cette affaire qui aura comme mandat de fournir un avis juridique au CA tel que stipulé à l'alinéa 3.11.5.2 du Code de déontologie. Vous avez quelqu'un pour proposer? Proposé par secondé par Robert. Y a-t-il des questions sur la motion? Voilà, aucune question sur la motion. Tout le monde en faveur signifie? Oui. Tout le monde contre? Motion acceptée. OK, là, on va tomber au service du remise. C'est notre changement. Oui, donc, je peux reprendre ce point-là ici, Monsieur le Président, si vous me permettez. Donc, la résolution, c'est pour s'assurer que le service d'urbanisme rencontre les délais législatifs lorsque des demandes de rezonage, des demandes de dérogation qui arrivent au conseil, au comité constatif en matière d'urbanisme. Donc, je vais vous lire la résolution. Si vous avez des questions, je pourrai répondre pendant la période de questions. Donc, whereas the applicants must submit any application no later than the first day of the month preceding the meeting. Whereas a notice of neighborhood consultation indicating the date, time, location of the meeting, and the nature of the application must be sent by mail at least 10 calendar days before the meeting is held. Whereas a visit of the property concerned together with the preparation of a report is required before the application is presented to the committee. Whereas holding meetings on the second Tuesday of each month does not allow sufficient time to comply with the deadlines and procedure prescribed by the administrative bylaws. Be it resolved that the Board of Directors of the Schiller Regional Service Commission, pursuant to the powers conferred upon by the Regional Service Delivery Act, adopts the following. That the first paragraph of the following article of the procedural bylaw and operating procedures of the Regional Planning Advisory Committee, the RPAC, is amended as follows. 9.3, regular and additional meetings. 9.3.1, holding meetings. The RPAC shall hold its regular monthly meetings on the third Tuesday of each month. If that day is a statutory holiday, the meeting shall be postponed to the following Tuesday. So, you have somebody to move for that. Okay. And second? Laura. Laura. Is there any questions on, is des questions sur la motion? Seeing no questions on the motion, everybody in favor, please signify. Aye. All those against, motion carried. So now, 11.1, gestion des déchets solides. Okay. Alors, nous avons une poste vacante sur notre comité de surveillance.
Puis c'est le poste de président. Ça fait, le président doit être membre du CA. Ça fait si qu'il y a quelqu'un ici qui est intéressé de siéger sur notre comité de surveillance Red Pine. Do we have anybody that's? I'm nominating Dawn. Yes. I second it. Guess I won't have a choice. No. It's going to go to the resolution. Okay. Okay. You accept that? Yes. Oui, Okay. oui, monsieur. Okay. Je vais passer à la résolution. Ok. Fait que, parce que c'est officiel. C'est la nomination de président du comité de surveillance Red Pine. Proposé appuyer que le conseil d'administration nomme Donald Duclos, président du comité de surveillance Red Pine. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Le deuxième point, c'est une résolution pour Biogaz, a feasibility study. So we finally issued a public tender. Mr. President will be happy to hear this. To develop and implement a biogas to energy recovery option for surplus biogas produced but not sold to ME Power. So we had 4 consulting firms that sent in proposals, and I prepared just a summary table for everybody to review. So the criteria was, the first one was understanding the project. Then there was the proposed methodology. We had the experience and qualifications, relevance of references, and the study completion time, and finally the overall cost. So for Gemtech, it was Gemtech, GHD, Roy Consultants, and RD Anderson that submitted proposals. So the total point system, it was done by 3 independent people in our group, and then we combined for results. So it was pretty accurate amongst the 3 different evaluations. So Gemtech scored an 83, GHD was a 96. Roy Consultants was 86, and RD Anderson was 82. So it came down basically to GHD and Roy Consultants. Roy Consultants were cheaper as far as price goes, but where they lost in points is in their experience and qualifications. So they actually went to get another consultant from Ontario to help out with the study because they didn't have the internal expertise to complete it on their own. But even at that, they were still a little bit under. So my recommendation tonight would be to accept GHD. Yeah, it's a little bit over 77,522. We have 75,000 in the budget, but there is additional funds available for the regional service support fund. So we can, I know there's a few extra dollars that we can go and get there as well. So this would be a study to try to get used all of the gas that we have. It was in the specs that they have to evaluate the gas that's being produced now, what we're selling to NV Power, and try to come up with a recovery option to use the rest of it. Great. Yeah. That will bring us to net zero. Well, we'll see when the results come out, how the results are out. How much are you using now? Well, right now we're sending, we're on the grid 800. We sell, we're maxed out at 800. Yeah, to NV Power. That's all they can take. Their infrastructure does not allow to take any more, but our generator can produce up to 1,000. But we have even more gas than that. We have enough gas to support another generator. Yeah, so it's just being flared right now. The waste. Yeah. So is there a way we can utilize it locally, like without through power then? Like, Yeah, well, that's, it could be used, this is what the study's gonna show, it could be used to heat our buildings. It could be used to fuel our machinery. It could, that's what it's, the study hopefully will come up with options. So it would help reduce costs. Absolutely, yeah.
That's great, so we need a, So I have a resolution prepared, just a second. I'll have it here. So, yeah, Right here. so biogas feasibility study, whereas the Shore Regional Service Commission Board of Directors will present the 2026 operating budget, which included a feasibility study on biogas, whereas the sum is within the amount budgeted for 2026, whereas 50% of the project will be paid through Regional Service Assistance Fund. Moved and seconded that the Shore Regional Service Commission retain the services of GHD Consultants for the amount of $77,522 plus applicable taxes to complete a feasibility study to develop and execute an implementation plan for a biogas to energy recovery option for solid waste management. so somebody can move this? Moved by Mario, second by Robert. Is there any questions on the motion? I have a question, just because it says, I'm sorry, I just need some clarification. Oui. It says 50% of the funds are from Regional Service Assistance Fund. Where's the other 50? Is it It's from, in our In your budget? Okay. Yes, So it's gonna be a little bit more than 50 because of the 2,000 over? exactly. You So, wanna change? well, it's still 50% of, it's still 50% of the 77. Oh, okay. Yeah, yeah. Okay, any other questions? Seeing no other questions, all those in favor, please signify. All those against, motion carried. Développement communautaire. Vous avez remarqué peut-être un nouveau visage autour de la table. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir la nouvelle directrice du développement communautaire, Madame Nathalie Bray. Bienvenue autour de la table du conseil. Merci beaucoup. Nathalie nous arrive avec un beau parcours assez solide en rédaction de procédures. Elle a déjà travaillé auprès du réseau Santé Vitalité. C'est elle qui faisait la rédaction des différents codes, code rouge, code bleu, code vert. Donc, elle est très, she's well versed in writing of policies. And she also has a really rich background in working with the youth. Donc, la gestion du hub, pas du hub, excusez, pas le hub, mais la gestion du Harbor of Hope. Elle a vraiment les compétences pour mettre en place les procédures, s'assurer qu'on rencontre les exigences en matière de formation, la santé et sécurité au travail. Donc, on est très, très contente de l'accueillir ce soir. Puis, je ne sais pas si tu veux dire, I don't want to put you on the spot now. I don't know if you want to add anything. I'm very happy to be here. Micro, juste appuyer le micro. I'm very happy to be here. I'm learning a lot. There's lots to learn. I'm hoping that my background will help the different programs that the Community Development Department serves. So far, I've been spending a lot of time with Harbor of Hope and helping operational structure get into place and policy procedures, and program development is one of my strong suits that I've been working on and that I've done in different provinces for different treatment facilities geared towards mental health. So I'm hoping to bring that knowledge to here. Bienvenue. Merci beaucoup. Welcome aboard. OK, pour tout, les rapports, ça, on les a... Oui, je vois. Donc, pour les rapports, vous allez remarquer dans votre trousse, vous avez reçu le rapport du développement communautaire. Il est dans votre trousse, j'imagine que vous en avez fait la lecture. L'intention ce soir, c'était, à moins que vous demandiez qu'elle le présente, on ouvrait la table de questions. Puis c'est à vous de choisir. On va commencer à vous faire des rapports comme sur une base régulière pour chaque département. Là. Donc, vous voyez les grandes lignes. Donc, si vous avez des questions par rapport à tous les niveaux de service, on pourra vous répondre. As-tu des questions? Anybody got any questions? Sorry, je t'en ai.
Ben C'est non, pas par on est là rapport pour ça. c'est pas par rapport au rapport comme tel, mais ça fait rapport au rapport. Ça serait-tu possible, parce qu'on est quand même nouveau, puis moi je suis comme mêlée sur qui est parti, qui est arrivé. Oui, oui, Est-ce qu'on ok. peut avoir un organigramme de qui est responsable de chaque Oui, on est chose? justement, c'est un excellent point. On est en train de la finaliser. Donc, aussitôt qu'elle sera prête, on va vous la présenter durant la séance d'orientation, puis là, vous pourrez, on est en train de la finaliser présentement. C'est cool. Que tu fais la même chose. Le rapport. C'est ça, le point 13, on a aussi un rapport pour le développement économique et le tourisme. Donc, Shirley nous a fait un sommaire exécutif des activités pendant les derniers mois, depuis notre dernière réunion. Donc, si vous avez des questions, on est prêt à répondre. I'd just like to make a general comment. Thank you for doing this. I appreciate the fact that we have time to look at it and review it at home and come with questions prepared. Thank Instead you. of Yes. rhetoric, and then, so this gives you time to look, absorb, think about it, and, because sometimes after you leave, it's like, why didn't I ask that? So thank you for this. Thank you very much, and I have to thank Donna. Since she's been here, we have more time to organize the meetings in a proper way, so you have time to think it over, ask questions, and of course, it's never too late. If you ever think of a questions later on, you can always call us back. But well noted, and I'll make sure to pass along the message to Donna. It's a great opportunity for us to send it to council as well, right? So because Yes. if they're not listening, at least we have the minutes, we have everything, so we can share the information with them. And if they have questions, they can ask us. Super. Okay, so the next one is finances. Ça fait chef de direction. Donc, au niveau des finances, étant donné que là, on a changé de ressources, ça nous prendrait une résolution pour accorder une autre carte de crédit pour ce service-là. Vous vous souviendrez, je pense que la dernière réunion, on avait adopté une résolution pour une carte de crédit de 10 000 pour Donna, pour la COO. Cette carte-là, elle va être là seulement pour les urgences. Donc, il y a une carte qui est pleine, puis parce que des fois, on fait des achats, puis 5 000, la limite n'est pas assez, mais elle va être là seulement pour les urgences. Celle-ci, elle va être sous la responsabilité de la nouvelle directrice Nathalie. Donc, je peux en faire la lecture, puis s'il y a des questions, on pourra répondre. Donc, attendu que la directrice du développement communautaire de la Commission de services régionaux Chaleur est responsable de la gestion et de la supervision de dépenses, de programmes et d'activités relevant du service et veille à ce que ces dépenses soient engagées conformément au budget approuvé et aux politiques applicables de la CSRC. Il est résolu qu'une carte Visa avec une limite de 5 000 soit émise à la directrice du développement communautaire. Et il est également résolu que la première dirigeante ou la directrice des finances de la CSRC soit autorisée à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'institution financière afin de mettre en œuvre ce changement. Okay. Somebody to move? Laura? Second? Aidan? Any questions on the motion? Des questions sur la motion? Voyons aucune question sur la motion. Tout le monde est d'accord? Signifie? Oui. Tout le monde contre? Motion est acceptée. OK, 14.2, calendrier budgétaire. Parfait. Merci, M. le Président. Voici les principales étapes du prochain processus budgétaire 2027. Donc, on a commencé avec l'orientation du 27 août, là, mais c'est tout simplement pour pas que j'oubliais de vous mentionner qu'il va y avoir une soirée causerie avec les membres du conseil, de tous les conseils, les représentants des districts ruraux Chaleur au Atlantic Coast la semaine prochaine, le jeudi de 6 à 8. Mais ça, c'était pour pas que j'oublie de vous informer de ça. Mais le vrai processus budgétaire commence le 9 septembre. If you have a question, Laura, go right ahead. No, I thought that orientation on the 27th was canceled. Well, it Which one? says orientation, it's really, it's a, 5 to 7. it's like Meet and a 5 to 7, yeah, it's a meet and greet. Yeah. Yeah.
Yeah, I'll talk about the orientation session at the next point. Yeah, so that would be the meet and greet. So September 9th, le 9 septembre, on va débuter avec la séance de travail. Donc ça, c'est un mercredi. Les membres, on va vous arriver avec un budget déjà, avec une base de budget. Bien entendu, ce budget-là, il n'est pas coulé dans le béton. On va faire un exercice, on va vous présenter chacun des secteurs du budget, on va le réviser ligne par ligne. Donc, puis on va vous l'envoyer à l'avance. Donc, vous aurez le temps de lire, de le digérer. Mais ce soir-là, c'est pour confirmer les orientations du conseil. Ensuite de ça, on va le retravailler. Et on va le présenter au comité de finances le 15 septembre, qui est le mardi de la semaine suivante. Et puis, à ce moment-là, les membres du comité de finances, on a Monsieur le président de la CSR, qui est aussi président du comité de finances, qui va participer à l'exercice avec les membres du comité, qui sont composés des directeurs généraux des municipalités, ainsi que leur trésorier ou trésorière, ainsi que le gestionnaire du service des districts ruraux Chaleur. Donc, cet exercice-là va avoir lieu par la suite, puis là, on va vraiment regarder la faisabilité financière de ce qui aura été proposé par le conseil de la CSR. Et ensuite, le lendemain, on présente la version que vous êtes confortable avec pour qu'elle devienne officiellement en circulation selon la loi sur la prestation des services régionaux. Donc, pendant cette période de 45 jours-là, vous avez encore l'opportunité de poser vos questions. Nous, moi et la comptable, Joyce Basque, on va communiquer avec chacune des municipalités et avec la DSL au besoin pour nous assurer, est-ce que vous voulez qu'on aille dans vos municipalités vous faire des présentations? Puis, on aime faire ça dans la mesure du possible afin qu'on puisse répondre à toutes les questions. Donc, dans la mesure du possible, on aime pouvoir vous rencontrer avant la mi-octobre. Donc, on discute, on va appeler vos DG de municipalité pour s'occuper de ça. Puis ensuite, une fois qu'on a fait le tour des municipalités, on retourne à la table à la mi-octobre. Puis, dans la mesure du possible, c'est à ce moment-là, s'il y a des amendements au budget, ça serait le meilleur temps de les apporter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des changements plus vers la soirée du vote, mais plus qu'on avance vers la soirée du vote, qui est le 18 novembre, plus qu'on augmente nos chances de reporter l'adoption du budget. Donc, ça, on l'a déjà envoyé, les directeurs généraux sont déjà bien au courant du processus, on les a déjà convoqués puis ont déjà accepté. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le processus? C'est juste à titre d'information. OK. Parfait. OK, les affaires nouvelles. Dans les affaires nouvelles, pour la séance d'orientation, on était censé avoir notre séance le 28, mais malheureusement, il y avait déjà un conflit d'horaire avec plusieurs membres autour de la table, puis on voudrait vraiment avoir une séance parce que tous les membres sont là. Parce que justement, on veut parler de l'organigramme, on veut parler des services, on veut que tout le monde soit là. Donc, on se demandait, là je me croise les doigts, si vous seriez disponible le vendredi 18 septembre de 9h du matin jusqu'à environ 2h30 de l'après-midi. Si ça fonctionne avec vous autres, on va s'organiser pour le reste, on vous enverra les détails. C'est surtout l'importance si on peut avoir votre présence. De 9h à... Vers 2h30, pas plus tard que 3h. OK. Ou plus tard. Ouais. Le 18? Le 18 septembre, c'est un vendredi. September 18th on a Friday. If you don't mind booking it now, if it's possible, I really would hope that everybody would be able to get their phone. Oui. Good, perfect. So if it works out for everybody, I'll send out all the details. Okay. Or Donna will. Perfect. You'll send out an email for a reminder, right? Absolutely. I'll send out an email reminder where it's Okay. going to take place, the time, the agenda, and everything. And we're going to visit Red Pine the same time? Well, that is my next point. So since next Friday became available, for those who are available on next Friday, on the 28th, we would be delighted to show you, to give you two tours. We would go to the Harbor of Hope
show, especially like the new members that haven't seen so we would do a tour there, give you a presentation of the Harbor of Hope, and then we would head out to the landfill and give you a presentation, like a tour of the landfill. It's pretty, I know it's a landfill, but believe you me, it's a really, really nice landfill. It's impressive. It is impressive. As the chair would say Yeah. yesterday. Yeah. So it is, so Dawn, especially if you're the new chair, you would really enjoy that visit. Yeah. I'm really trying to sell it. What time are you anticipating starting this? So we would start, we would meet, we'll find a place to meet there, probably a common area, because we could do carpooling. But we would like to start the tour at 8:45 at the Harbor of Hope. I would be attending, I would be back. Yeah, but if any other time, if those times don't work out, don't be shy. Call me or call Dana, and we can certainly accommodate another time that would fit your schedule. We're more than happy to. Could I just suggest that it be 9 a.m.? Oh, you're, oh, 9 a.m., yeah? Could I suggest that it Yeah. be 9 a.m. just for the Sure. operations of Harbor of Hope itself? Yes, Because of participants coming and going from the outside that are allowed to be there until 9 a.m. And then after 9 a.m., it should be less hectic at the site? not a problem. I've already made the change. Okay. And for those who are interested, reach out to me, and then we'll schedule the arrangements. We have our procedural bylaw meetings there, so Mary and I are already committed. However, if you have any other days you would like to come and visit, let us know. We'll be more than happy to give you a tour of both sites. And my schedule for September's Pretty full, pretty, yeah, but anytime October, October, I can check. yeah, let us know. Let us know. We'll be more than happy to give you guys a tour. And you too, Laura. You're I've done both. Yeah. All right. Okay, so now I need a motion to go, In With camera. what In is- camera, yeah. yeah, in camera. So moved. Moved by Laura, I'll second. second by Kim. And for the minutes, it's under Articles 68(1)(c) and G of the Local Governance Act, just for minutes, purpose of the minutes. Okay, all those in favor, signify. All those against, motion carried. So, give just a few minutes for people to